Salut, ça va? J'ai trop de trucs à vous raconter. Ce mois-ci, il s'est passé 1000 choses et je vais vous expliquer tout ça. Donc, au menu du jour, on va d'abord parler d'un bilan de la consommation sur la P9 qui gagne la fameuse bataille des parts de marché, la fusion entre Agrial et Terena, Perrier, le retour d'un scandale à Bulle, le bio qui fait son comeback et Lidl qui revient en force. Je vais vous décrypter leur stratégie. Bon allez, on attaque tout de suite, pas de temps à perdre. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, le média qui te raconte l'actualité de la grande distribution et du commerce alimentaire, sans filtre bien sûr. Alors première actualité, pourquoi la grande distribution est en train de péter un câble? Cette semaine, dans la grande distribution, ça sent le carrelage chauffé à blanc, les parts de marché bougent, la proxy explose, Carrefour qui se pose des questions existentielles et des indépendants qui claquent des records. Allez, on décrypte tout ça sans filtre. Alors c'est officiel, Coopérative U sort la sulfateuse. Plus 0,7 points de part de marché en un mois, du jamais vu. Merci Shiver, merci les indépendants et surtout merci à tous les consommateurs qui ont zappé l'hyper. Moralité, quand t'es agile sur le carrelage, ça fonctionne. Pendant ce temps, dans leur tour d'ivoire, il y en a certains qui font la gueule. Carrefour, plus 0,2, plus 0,3 points de part de marché, on a connu mieux. Auchan, la fête est finie, apparemment. Casino, elle n'a jamais commencé. Et les autres enseignes, part de marché à 15,4 points de part de marché en mode rafistolage entre rachat et rebranding. Alors, petite leçon de stratégie à tous. On ne vend pas tous au même prix. Et évidemment, vous travaillez en marketing, en commerce, vous savez la différence entre volume et valeur, c'est important. Alors, si on prend un exemple, Carrefour cartonne en valeur avec 21,7 points de part de marché, mais chute à 20,2 points de part de marché en volume. Pourquoi? Parce qu'il cartonne en proximité quand un paquet de pâtes coûte un bras. À l'inverse, chez les discounters, Lidl et Aldi grimpent en volume et doublent les historiques. On a Lidl qui dépasse Auchan et puis Aldi qui dépasse Casino. Alors moralité, le prix bas en grande distribution, ce n'est plus une option, ça devient une réelle religion. La proxy c'est plus un pari, c'est une réalité, plus 70% de croissance en 10 ans mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, c'est 10% du poids des grandes surfaces alimentaires, 7% pour la proxy urbaine et puis 2,8% pour la proxy rurale. Alors pourquoi ça cartonne? Eh bien, vous le savez, on a une baisse de la natalité, les foyers rétrécissent et donc les besoins aussi. La proxy, elle s'est modernisée, elle est plus clean, plus rapide, plus snack, plus belle. Bref, on a envie de faire ses courses dans la proxy. Les discounters aussi sont venus un peu foutre le bordel avec des formats express et très agressifs niveau prix. Résultat, les gens font moins de bornes pour acheter un jambon pour dépanner. On termine avec ces petites actualités pas très jojo. Carrefour et U qui se mettent en mode alliance européenne avec l'allemand RTG. Traduction, ce sont maintenant des négociations en mode Champions League. Mais pour qui ça va profiter? Pour le consommateur, honnêtement, je ne suis pas sûre. Auchan tente le grand écart. Il tente tout simplement de réduire les surfaces en regagnant des PDM. Bon courage les gars. Et puis le pompon, on a pu voir sur LinkedIn auprès d'Olivier Dauvers qu'un supermarché indépendant de l'Est qui raquette des fournisseurs pour gratter des bons de réduction. Oui, oui, vous avez bien entendu et vous avez forcément vu cette actualité. Des gestes commerciaux imposés contre des infos sur les prix. On appelle ça du racket ordinaire et c'est toujours d'actualité. Voilà le tableau du mois, des indépendants qui carburent, des mastodontes qui tanguent, la proxy qui s'impose et des jeux d'alliance qui émergent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge et on adore le décrypter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Deuxième actualité du mois, Agrial et Terena veulent fusionner, oui fusionner deux mastodontes du secteur agroalimentaire qui font un bébé de 13 milliards d'euros et de 30 000 salariés. Sur le papier c'est beau, dans les faits ça mérite un petit décryptage sans filtre. Nous sommes lundi 22 septembre 2025 et bim, communiqué commun, Agrial et Terena envisagent un rapprochement stratégique. C'est censé être responsable, fidèle à l'esprit coopératif et tout le baratin qui va avec. Mais t'as remarqué que personne s'y attendait, même pas les milieux bien informés, ça a été la surprise totale. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a un sacré coup de pression stratégique. Alors vous le savez, le contexte, il est flingué. Inflation qui lâche pas, concurrence européenne qui s'intensifie, restauration et distribution qui consolident à mort et les agris qui doivent tout faire en même temps, produire, s'adapter et survivre. Du coup, Agrial et Terena discutent et se disent
Et si on fusionnait pour gagner en résilience, pour peser plus lourd, pour mieux négocier et sécuriser l'avenir? Et sur le papier, franchement, ça tient. Filtrage complémentaire, synergie sur les filières animales, végétales, conventionnelles, bio, label rouge AOP, nouvelle agriculture et une base ultra solide dans le Grand Ouest. Bref, c'est un combo gagnant. Mais tout ça, qu'est-ce que ça change sur le terrain? Alors, si un bébé agro-industriel voit le jour en 2026, ce sera pas un bébé, mais ce sera un mastodonte agro-industriel. On l'a dit, 13 milliards de chiffres, 180 usines, 33 000 adhérents et un poids énorme sur les filières lait, viande, céréales, fruits et légumes. Et c'est là que tout commence à tiquer, parce que qui dit mastodonte, vous le savez, dit aussi pouvoir centraliser. Et ça fait un peu flipper les producteurs. Tu veux un seul interlocuteur ou tu préfères de pouvoir mettre un peu plus de concurrence dans la balance quand tu négocies tes prix? On la connaît tous, la réponse, parce que faut pas se mentir, plus tu grossis, plus tu t'éloignes du terrain, plus tu fusionnes, plus tu risques de te déconnecter des réalités agricoles. Et quand tu as une machine à 30 000 salariés, une erreur de gestion, ça fait pas une bosse, ça fait un cratère. Elle est pas mal celle-ci. Certains agriculteurs disent on sera actionnaire mais sans pouvoir. Ils veulent nous acheter pas cher, vendre très cher et racheter tout ce qui reste. Et en vrai, quand tu regardes et que tu te mets à leur place, il y a vraiment de quoi flipper. Alors ce projet, c'est pas un cas isolé parce que ça a été fait chez pas mal de voisins européens. On est en train d'assister à une concentration massive de l'agroalimentaire européen. Et la France entre dans la danse, mais à quel prix? À force de vouloir faire gros pour peser, on risque d'écarter ceux qui nourrissent vraiment les gens. Et ce rapprochement, ça peut être la fusion du siècle dans l'agroalimentaire français. Mais avant de sabrer tout ça, on a quand même deux, trois questions à se poser. Qui gagne vraiment dans cette opération et surtout, qui va trinquer si ça tourne mal? Je vous laisse répondre en commentaire. Ravi d'avoir vos retours. Troisième actualité du mois, j'en ai déjà parlé, Perrier, le scandale à Bulle. L'UFC Que Choisir attaque Nestlé en justice pour tromperie sur la marchandise. Et tu vas voir, c'est pas qu'une histoire de bulle, c'est une affaire de filtres interdits, d'eau trafiquée et de risques sanitaires. Alors je vous décrypte ça sans filtre, c'est le cas de le dire. Le 22 septembre, au tribunal de Nanterre, l'UFC Que Choisir demande carrément le retrait temporaire des bouteilles Perrier du marché, le rappel des produits déjà vendus et surtout l'interdiction d'utiliser l'appellation eau minérale naturelle. Pourquoi? Parce que Perrier ne serait plus naturel. L'eau filtrée est désinfectée, modifiée et filtrée. Bref, tout ce qui est interdit pour garder le label minéral naturel. Un avocat d'UFC balance même, le consommateur achète une eau minérale naturelle qui ne l'est plus. Boum! Ça remonte à 2024 quand la presse révèle que Nestlé utilisait des ultraviolets, du charbon actif et des filtres de 0,2 microns pour désinfecter l'eau. Mais attention! Les eaux minérales naturelles n'ont pas le droit à la désinfectation. Leur pureté doit être originelle, c'est la loi. Et là, spoiler, Perrier était tellement contaminé qu'ils ont dû traiter en douce pour éviter les emmerdes sanitaires. Alors, résultat, plus de 2 millions de bouteilles retirées et 300 000 détruites au printemps. L'UFC dit il y a un vrai risque. Un jour, quelqu'un pourrait tomber malade. Et ça fait un peu peur quand on dit ce nom aux industriels. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? C'est que les forages sont régulièrement contaminés, la confiance est brisée, bien évidemment, les hydrogéologues parlent de vulnérabilité avérée, et l'ARS et le préfet du Gard jugent que l'eau n'est non conforme au label. Bon, ça pue. Et en face, Nestlé, qu'est-ce qu'ils disent? Tout va bien, madame la marquise, l'eau est pure, à la source, les forages contaminés fermés, on a dû changer les filtres. Et ils veulent continuer comme si de rien n'était. Alors, le nerf de la guerre, c'est les filtres, parce que Nestlé utilisait des filtres microns à 0,2, ce qui modifie la flore bactérienne, donc c'est interdit. Et sous pression, ils sont passés à des filtres 0,45. Et là, ils jouent la carte. L'UFC n'a plus de sujet, on a changé l'eau des filtres. On a changé de filtre. Mais l'UFC rétorque. Ce n'est pas la taille du filtre le problème, c'est le fait de désinfecter une eau polluée et de continuer à l'appeler naturelle. En gros, ils ont changé de pansement. Et si le tribunal tranche contre Nestlé le 18 novembre, Perrier pourrait perdre son label eau minérale naturelle. Et là, c'est pas juste un détail sur l'étiquette, vous vous en doutez, mais c'est tout l'image de marque, tout le storytelling qui s'effondre. Et vous le savez, ceux qui me regardez et qui travaillent en marketing. Tu vends plus du Perrier, mais tu vends une boisson
une autre boisson quelconque. Et tout le marketing qui avait été fait autour de Maison Perrier en se payant Emily in Paris, eh bien, on sent quand même la chute du standing. Et le pire, c'est que si on ne protège pas les captages maintenant, c'est toutes les autres marques qui risquent de connaître le même sort. En gros, les bulles, c'est peut-être la prochaine crise de confiance. Alors Perrier, encore minéral naturel ou juste de l'eau pétillante un peu trop flinguée, c'est peut-être le plus gros scandale de la flotte française et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous buvez encore du Perrier? Est-ce que vous pensez que l'UFC exagère ou que Nestlé noie un peu le poisson? Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte d'avoir vos retours. Actualité suivante, le bio fait son comeback, mais pas pour tout le monde. Après des années dans le dur, le bio repart en flèche. Mais pendant que certains cartonnent, d'autres coulent. Qui profitent vraiment de la reprise? Le bio, c'est un peu comme la mode, un coup de hype, un coup de ringard. Après 2 années à se faire démonter par l'inflation et la baisse des volumes, le bio revient, mais pas pour tout le monde. Alors Biocop cartonne, la grande distribution se casse la gueule et les producteurs, eux, ils serrent les dents. Allez, on décrypte tout ça sans filtre comme d'habitude. 2024, petit rebond, plus 0,8% en valeur. 2025, on accélère, plus 2,5% sur les 20 premières semaines. Mais ce n'est pas la grande distribution qui tire tout ça, non, ce sont les spécialistes. Biocoop, Naturalia, La Vie Claire. Et les gars, ils ont bossé, je peux vous le dire, pour restructurer, optimiser, et aujourd'hui, ils reprennent le lead. Et la grande distribution, elle continue de dévisser, moins 5,1% en 2024. Et pourtant, elle reste à 47,7% de part de marché. Mais clairement, le consommateur engagé, il a envie de se tourner vers des producteurs du bio. Dans le détail, ça donne quoi? Ça donne des magasins bio spécialisés qui donnent plus 6,5%, de la vente directe à plus 7,4% et des artisans commerçants à plus 6,9%. Et pendant ce temps-là, la grande distribution, elle tire un peu la gueule, quoi. Parce que Biocoop, c'est carrément plus 8,5% du chiffre d'affaires, 1,6 milliard d'euros. Et l'objectif, c'est 900 magasins d'ici 2029. Alors, c'est pas un plan, vous le voyez, c'est un rouleau compresseur. Et si on regarde au détail des catégories, qui cartonnent vraiment en rayon? Les légumes, plus 9%. Le vin, plus 8%. Même en pleine gueule de bois du marché viticole, le vin prend des couleurs en bio. Mais là où ça se plante, c'est les viandes, moins 6%, les surgelés, moins 7%, et les boissons sans alcool, moins 5%. À noter que les kéfirs et les kombucha explosent. Merci Ciao Kombucha, merci Squeezie d'avoir démocratisé ces boissons. Alors oui, le bio français plaît, mais il faut pas qu'il parte tout à l'étranger pendant qu'on importe de la daube certifiée AB Made in ailleurs. Et vous le voyez de plus en plus, notamment les fruits et légumes espagnols et j'en passe. Et là, on attaque le nerf de la guerre, la production. Parce que oui, c'est bien beau de faire des croissances, mais il faut que ça suive en amont. Et depuis plus de 2 ans, on a perdu 110 000 hectares en bio. Oui, vous entendez ce que je dis, c'est énorme. La France recule pendant que l'Espagne nous passe devant à fond la caisse, plus 11%, 3 millions d'hectares les gars. Donc qu'est-ce qu'on fait? On achète du bio français, moralité de l'histoire. En France, on est à 2,7 millions d'hectares, 10% de la SAU en bio, contre 10,3% l'an dernier, moins d'opérateurs, moins de fermes, moins de conversions, moins de transformateurs, bref, ça sent pas très très bon. La problématique, c'est que si on relance la demande sans soutenir l'offre, vous vous en doutez, on va importer du bio par container entier et on aura tout perdu. On aura du bio espagnol, du bio italien, du bio made in pays voisins, mais pas du bio made in chauvin. Alors oui, le bio revient. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, mais à condition qu'il profite à tous ceux qui font le taf sur le terrain et pas qu'ils deviennent un label marketing planté derrière une chaîne logistique un peu bancale. Donc si vous bossez en magasin, si vous bossez en prod, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez vous sur le terrain? Est-ce que vous consommez encore du bio? Qu'est-ce que cette actualité vous dit? Je suis tout à l'écoute. Seconde actualité, Lidl revient en force. Finalement, le prix fait vendre. Alors depuis fin 2024, Lidl est reparti à l'offensive. Pourquoi? Parce que même en pleine inflation, l'enseigne avait perdu son image prix. Oui, tu peux être moins cher et être plus perçu comme tel. Résultat, ils ont balancé 150 000 € dans les baisses d'étiquettes et résultat bis,
plus 5% de clients, plus 4% de volume. Et ils appellent ça les prix cachés. Bon, ok, c'est pas hyper funky, mais c'est concret. Je vais vous donner des exemples. La baguette à 29 centimes. Oui, même les boulangers ont gueulé, forcément. L'huile d'olive à 6,99 le litre, moins 11%. Et du riz basmati à 75 centimes. Mais attention, ça ne concerne pas que leur marque à eux, qui pèse 90% de l'assortiment. En gros, ils contrôlent tout et ils baissent tout. Alors Lidl aussi, ils ont fait un effort en com, ils ont changé leur slogan. Avant qui était le vrai prix des bonnes choses, on se parle de 2013-2024, et ils balancent un slogan un peu plus sec, Lidl, ça vaut le coup. Donc le message est clair, on arrête de monter en gamme et on revient aux fondamentaux du commerce, du basique. Et ce repositionnement, c'est pas du blabla, ils veulent passer de 7,8% de part de marché à 10% de part de marché d'ici 2030. Tu veux gratter 2 points en grande distrib, eh ben faut cartonner sur les prix et surtout ouvrir des magasins. Et justement, Lidl ne se contente pas de coller des stickers rouges sur les prix, ils achètent des magasins Auchan. On se parle de 19 points de vente rachetés, 33 000 m² de surface, 8 stations-service, Bordeaux, Paris, Cannes, Lyon, ils tapent un peu partout. Et ces magasins vont fermer temporairement, se refaire une beauté et revenir version Lidl. Et c'est pas fini. Lidl vise les 2000 points de vente en France contre 1627 aujourd'hui. Alors autant vous dire que les petits Carrefour Market et autres Inter, il va falloir serrer les dents. Côté finance, Lidl, comment il se porte? Entre 2023 et 2024, c'est moins 72 millions d'euros et 2024-2025, moins 9 millions. Ils investissent et l'objectif, c'est de viser l'équilibre sur 2026. Et quand tu investis toujours autant dans les prix, l'immobilier et l'image, eh bien forcément, ça coûte cher. Alors le mec qui succède à Michel Pierrot, parti en février, ça a été un départ surprise, hein, et après des années à incarner Lidl, ça a fait du mal à l'image. Skyly, lui, c'est la méthode irlandaise. Froid, carré, offensif. Évidemment, tout n'est pas rose. Grève en février, salariés à bout, ouverture dominicale qui passe mal. Et Skelly répond que le dialogue est prioritaire. Il faut mettre en avant une ancienneté moyenne de 6 ans. Mais bon, quand tu ouvres le magasin le dimanche et que tu intensifies la charge et que tu tailles dans les équipes, faut pas s'étonner si le carrelage chauffe et pète un peu un boulon. Lidl, c'est pas juste un hard discounter, c'est une machine de guerre commerciale qui veut reconquérir la France avec un plan précis. Prix sacré, expansion agressive, marque propre dominante, objectif 10 points de part de marché. Mais derrière les chiffres et les slogans, il ne faut pas oublier les vrais enjeux. Quelle pression sur les salariés? Quelle place pour les fournisseurs? Et est-ce que cette guerre des prix est durable ou destructrice? J'attends vos retours. Voilà, j'en ai fini pour ces actualités agroalimentaires et grande distribution du mois. J'espère qu'elles vous ont plu. Elles ont été encore une fois très riches entre guerre commerciale, fusion, bataille des parts de marché, le retour du bio. J'ai hâte de voir ce que nous réserve l'avenir le mois prochain. Dites-moi en commentaire, réagissez. N'hésitez pas, pour ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast, Spotify, à vous abonner, à mettre des notes, s'il vous plaît. Ça aide énormément l'algorithme et ça aide au podcast à remonter, à faire bonne figure finalement face aux autres, parce que la grande distribution, en termes de médias, on n'est pas beaucoup représenté sur ces plateformes-là. Ceux qui m'écoutent en podcast, sachez qu'il existe aussi la version YouTube. C'est un peu mon objectif. Je peine à l'atteindre et je compte vraiment sur votre soutien pour aller me regarder en vidéo parce que me maquiller un vendredi matin, c'est un effort pour moi. Et voilà, suivez-moi sur LinkedIn, partageons. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent dimanche et je vous dis au mois prochain sans filtre. Allez, ciao, bye bye.